Bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde vidéo. En effet, si vous n'avez pas encore vu la première sur les prérequis de la RMN, je vous invite à aller la voir. On va parler pour cette seconde vidéo, donc je me présente, je m'appelle Mathieu, je suis tuteur en physique pour le tutorat Santé Strasbourg et je vais essayer de vous expliquer un petit peu, de vous aider sur le cours qui a été dispensé par Madame Arsane sur la RMN. On va parler dans cette vidéo de l'aimantation et de l'excitation qui sont deux des principes clés de la RMN. On va d'ailleurs utiliser beaucoup d'animations qui sont tirées du site Imaios. Je vous invite je mettrai à chaque fois le lien des animations que je vais utiliser et je vous invite à aller jeter un coup d'œil parce que le site est vraiment très très bien fait. Les principes de base de la RMN. En fait, pour pouvoir avoir un signal, on va passer par 4 étapes. La première étape, c'est l'aimantation. Ensuite, on va avoir une excitation, une relaxation, puis une acquisition. On va tout d'abord traiter dans cette vidéo, donc on a dit l'aimantation puis l'excitation. L'aimantation, à quoi ça sert? On va créer une aimantation pour avoir une composante macroscopique M0 non nulle. En effet, dans la précédente vidéo, on avait dit que dans la vie de tous les jours, un corps n'est pas un aimant car l'ensemble des spins s'annulent entre eux. Avec l'aide d'un champ magnétique B0, on va voir qu'on va pouvoir créer une aimantation macroscopique et transformer votre corps en un aimant. La deuxième, donc une fois qu'on aura sorti M0 une fois qu'on aura créé une aimantation M0, on va pouvoir la sortir de l'équilibre par le biais d'une excitation et la faire basculer. Ensuite, il va y avoir un phénomène de relaxation, c'est la troisième étape. Lors de la relaxation, il y aura une émission d'une onde électromagnétique, c'est ce qu'on a vu aussi dans la précédente vidéo. Et la quatrième étape, c'est l'enregistrement vraiment, c'est en fait comment on va réussir à enregistrer l'onde qui a été émise et en fait c'est cette onde qui va nous donner l'information sur le milieu ou la structure étudiée. Pourquoi utiliser le proton? Le proton, d'abord c'est un noyau d'hydrogène H+, il possède donc un moment cinétique intrinsèque non nul et donc un moment magnétique intrinsèque non nul. Intrinsèque, oui, intrinsèque. Seulement, pourquoi intrinsèque? Parce qu'en effet, il ne tourne pas autour de quelque chose puisqu'il s'agit d'un seul proton. Il a donc seulement un moment cinétique, il tourne sur lui-même. Et on a vu qu'une particule chargée qui a un moment cinétique intrinsèque non nul aura donc un moment magnétique intrinsèque non nul. Le problème, c'est ce qu'on a dit, c'est que macroscopiquement, l'ensemble des protons s'annulent entre eux car ils ont des directions et des sens variables et infinis dû à la grande quantité de protons. Macroscopiquement, on va donc essayer de passer d'un festival à un garde à vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il faut avoir une résultante macroscopique non nulle par le biais de l'aimantation. On va donc utiliser un fort champ magnétique qu'on appellera B0 dans ce cours. On voit que dans ce festival, il y a beaucoup de personnes, mais qu'ils sont dans n'importe quel sens. Bon, il n'y en a pas qui sont sur la tête, effectivement, mais ils sont tous désordonnés. Au garde à vous, on va avoir un ensemble de personnes qui sont tous rythmées, tous dans un seul sens, et c'est en fait ce qu'on va faire avec un champ B0 qui va permettre d'orienter tous les protons dans une seule direction et deux sens possibles. C'est ce qu'on va voir avec cette animation. Donc, on va maintenant passer sur une petite animation qui vient du site Imaios, qui est vraiment très bien fait, qui répertorie beaucoup de principes de la RMN. Je vous conseille d'aller y faire un tour. On va tout d'abord travailler sur un seul proton donc à l'échelle microscopique. Un proton est animé d'un mouvement de précession. En effet, qu'est-ce que c'est qu'un mouvement de précession? C'est un mouvement de rotation autour de son axe. Il aura donc deux composantes, une composante longitudinale constante et une composante transversale en rotation autour de son axe. Donc le principe de l'aimantation, c'est de passer d'un festival, on a dit, à un garde à vous, c'est-à-dire d'orienter l'ensemble des protons pour que, à l'échelle microscopique, il n'y ait que deux sens possibles et une direction, et donc deux états d'énergie, soit parallèles au champ B0 et donc un niveau de faible énergie, soit antiparallèle au champ B0 et donc un niveau de fort énergie. Pour ce faire, on va utiliser un champ B0 de très haute intensité, de l'ordre de 3 Tesla, ou qui peut aller jusqu'à 7 lors d'expériences dans la recherche, pour gagner en précision. En effet, on voit donc que quand on a orienté les protons,
ils ont une composante transversale qui est... ce que je veux dire, c'est qu'il y a une composante longitudinale qui sera non nulle, orientée parallèlement à B0, car à l'état d'équilibre, les noyaux vont préférer un état de faible énergie plutôt qu'un état de forte énergie. Il y aura donc plus de noyaux qui seront en précession parallèle à B0, avec une composante longitudinale du coup non nulle. Pour ce qui est de la composante transversale, on voit que toutes les composantes sont en rotation. Puisqu'elles sont toutes en rotation, elles s'annulent mutuellement. Et donc, la résultante transversale sera nulle. Pour ce qui est de l'équation de Boltzmann, je la traite ici car elle est mal passée dans la diapositive. Elle répertorie les spins parallèles, donc up, sur les spins antiparallèles. Et elle permet de savoir la proportion des deux, enfin la fraction des deux. On peut donc la calculer en faisant exponentielle de delta E sur kT, car la constante de Boltzmann, T fois la température, et delta E, du coup, la différence d'énergie. La différence d'énergie qu'on peut aussi trouver par gamma HB0. Je vous laisse avec la diapositive. Passons maintenant, donc on a vu avec l'animation qu'il y avait donc deux mouvements de précession, longitudinal et transversal. On a vu aussi qu'il y avait une orientation due au champ B0, c'est-à-dire que maintenant on peut prendre un exemple plus parlant. Je suis dans une IRM, il y a un champ B0 qui va s'appliquer sur moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le champ est tendu à une direction, c'est ma direction, puisque je suis allongé dans l'IRM, et il y a un sens. Le sens, c'est des pieds à ma tête. Il va orienter les protons de mon corps. Les protons qui ont donc, on l'a dit, un moment cinétique total non nul, un moment cinétique intrinsèque non nul, et donc total non nul, et ils vont du coup s'orienter dans la direction du champ B0 et dans un sens parallèle ou antiparallèle, et c'est là qu'intervient l'effet Zeeman. En effet, quand ils sont parallèles, c'est des spins up, et quand ils sont antiparallèles, c'est des spins down. Les spins antiparallèles luttent contre le champ B0, ce sont donc des spins de forte énergie, alors que les spins de faible énergie les spins de faible énergie sont des spins parallèles. Il y a donc forcément une population à l'état d'équilibre de spins parallèles plus importante que de spins antiparallèles. Pourquoi? Parce que M0 est orienté avec B0. Et en fait, il y aura donc une seule composante macroscopique qui sera M0 et qui dépendra de la différence des deux populations. Plus la différence sera importante en faveur des niveaux de faible énergie, plus M0 sera important. C'est un petit peu mal passé, je ne vais donc pas détailler cette formule, mais c'est la distribution de Boltzmann qui permet de comprendre, de connaître surtout le rapport entre les deux populations des états de forte énergie et de faible énergie. On a donc vu qu'il y avait un mouvement de précession avec deux composantes, une composante longitudinale, et une composante transversale, perpendiculaire à B0 pour la composante transversale et parallèle à B0 pour la composante longitudinale. Il y a donc un mouvement de précession qui s'opère, un mouvement de précession comme une toupie qui tournerait, qui aurait une position d'équilibre mais qui tourne, et voilà. Ce mouvement de précession, il est défini et il est surtout calculé par oméga 0. On avait vu dans la première vidéo que oméga 0 était en radians par seconde moins 1. C'était donc le temps qu'il fallait pour faire un tour complet. Et ce temps est calculable par la formule gamma B0, gamma correspondant au rapport gyromagnétique du proton. On voit donc que plus le champ B0 est important, plus la fréquence de l'Armor, donc oméga 0, sera important. C'est très important de comprendre ça, et c'est ce qui explique l'utilisation de forts champs magnétiques dans la recherche. On peut aussi calculer nu0, qui est en fait la même chose, mais divisé par 2π. Maintenant, à l'échelle macroscopique, il y a donc la résultante macroscopique longitudinale est parallèle au champ B0, car la majorité des spins sont parallèles à B0. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, excusez-moi. La population de protons à l'état de faible énergie est plus importante que les populations de protons à l'état de forte énergie.
Il y a donc une orientation de l'aimantation macroscopique parallèle à B0. Avant, on parlait microscopique, là, on parle macroscopique. Il faut bien comprendre qu'il y a deux états d'énergie pour l'état microscopique et qu'il y a pour chaque proton un mouvement de précession, mais qu'il y a aussi un mouvement de précession de l'ensemble des protons qui est en fait le mouvement de précession de M0. La résultante transversale est nulle à l'équilibre. Pourquoi? Parce qu'on a M0 qui en fait tourne constamment et du coup ça annule et la résultante transversale est nulle. Non, M0 ne tourne pas en précession, je me suis trompé, excusez-moi. La résultante transversale est nulle parce que l'ensemble des les mouvements de précession microscopiques, donc je vais reprendre. Microscopiquement, les protons sont animés d'un mouvement de précession, composé d'une composante longitudinale et d'une composante transversale. Le problème, c'est qu'on oriente seulement la composante longitudinale parallèlement à B0. Elle aura donc macroscopiquement une résultante non nulle. Pour ce qui est transversal, perpendiculaire à B0, l'ensemble des mouvements de précession vont s'annuler et la composante transversale sera nulle. La résonance magnétique nucléaire. Maintenant, parlons de l'excitation. C'est là vraiment qu'on va utiliser le phénomène de résonance magnétique nucléaire qui correspond à l'interaction entre une onde de radiofréquence et les spins des noyaux en précession. Le but, c'est de sortir M0 de son état d'équilibre. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est la deuxième étape. Le principe, envoyer une onde composée d'un champ électrique et d'un champ magnétique, c'est ce qu'on avait vu dans la première vidéo, une onde radiofréquence, donc de faible énergie, qui va être absorbée et qui va permettre le basculement de l'aimantation. On avait donc un ensemble, une composante macroscopique, une résultante macroscopique non nulle, longitudinale, parallèle à B0. Lors de l'excitation, on va donc faire varier cette composante parce qu'on va faire varier au niveau microscopique les spins et on va donc avoir un basculement de l'aimantation. On va voir comment. Le basculement de l'aimantation, je vous laisse avec la petite animation. Donc maintenant, on se situe dans la phase d'excitation. On va essayer de voir à l'échelle macroscopique qu'est-ce que ça veut dire que l'excitation. En effet, l'excitation à l'échelle macroscopique, c'est ça. On va envoyer une onde, et lorsqu'on envoie l'onde, il y a un basculement de l'aimantation. C'est-à-dire qu'on passe d'un plan, on va avoir donc une composante longitudinale qui au départ est maximale, petit à petit décroît, puisqu'elle décroît petit à petit, pour devenir peut-être même à un moment négative, alors que la composante transversale, elle, va forcément croître, puisqu'elle était nulle à la base, sauf dans le cas d'une inversion complète, où alors là, la composante transversale est nulle. Voilà à l'échelle macroscopique ce qui va se passer. Il y aura un basculement de l'aimantation, c'est ce que j'essaye de vous montrer quand je tends la main vers le haut et que je bascule la main vers le bas. On a donc étudié l'échelle macroscopique. Voyons maintenant ce qui se passe à l'échelle microscopique. En effet, on a vu qu'il y avait un basculement de l'aimantation lors de l'excitation. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux composantes. On va travailler composante par composante. L'aimantation longitudinale, c'est parce qu'il y a une différence de population entre les spins up et les spins down. À l'équilibre, il y a plus de spins à l'état de faible énergie. Lors de l'excitation, il y a une absorption de l'énergie par les spins qui vont donc passer d'un état de faible énergie à un état de forte énergie antiparallèle. Lors de ce passage, si on se trouve à 90 degrés, si on fait une bascule à 90 degrés, ça veut dire qu'il y a autant de population de spin qui est à un état de forte énergie qu'un état de faible énergie. Et donc, la résultante longitudinale est nulle. S'il y a plus de spin à un état de forte énergie, à un état down antiparallèle, il y a donc une composante longitudinale qui est négative. Maintenant, l'aimantation transversale correspond à la mise en phase plus ou moins complète des spins. Ça, c'est un petit peu complexe à comprendre, on le verra surtout avec l'écho de système, l'écho de spin, la technique d'écho de spin dans la troisième vidéo.
L'aimantation longitudinale, celle-ci est intéressante à traiter dans cette partie. C'est ce que je vous disais, c'est qu'il y aura un passage des niveaux de faible énergie au niveau de fort énergie. En l'absence de l'onde électromagnétique, il y a une population plus grande à l'état de faible énergie, up, et par rapport à l'état de fort énergie. Mais en présence de l'onde électromagnétique, lorsqu'il y a une absorption de l'onde, il y a donc un basculement des spins. Et là, on parle d'égalisation de population, puisqu'il y a le même nombre de spins à fort énergie, à faible énergie. Et là, une inversion de population, puisque par rapport au début, eh bien, vous voyez bien que le signe s'est inversé. Il y a donc plus de spins à l'état de fort énergie qu'à l'état de faible énergie lors d'une inversion de population. Le phénomène de résonance, qu'est-ce que c'est? Dans la vie de tous les jours, on peut avoir, c'est un grand mot, la vie de tous les jours, il y a deux phénomènes qui sont connus, notamment le phénomène acoustique qui correspond à la castafiore, qui est capable, par exemple, rien qu'à sa voix, de briser un verre car elle chante à la fréquence de vibration du verre. En tout cas, elle permet de briser le verre en étant simplement à la bonne fréquence. La résonance, c'est ça, c'est le transfert d'énergie entre deux systèmes ayant la même fréquence. En effet, c'est ce qu'on va utiliser pour pouvoir faire basculer l'aimantation. On va utiliser un champ B1. On a donc un champ B0 qui permet l'aimantation. Maintenant, lors de l'excitation, on va utiliser un champ B1. Qu'est-ce que c'est le champ B1? C'est parce qu'en fait, on a envoyé une onde. Une onde est composée d'un champ électrique E1 et d'un champ magnétique B1. Et là, on va utiliser seulement le champ magnétique B1. Ce champ, quelles sont ses caractéristiques? Il est de faible intensité et il tourne autour de B0 à la fréquence de l'Armor. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il tourne à la même fréquence. Il tourne à la même fréquence que les spins autour de B0. Il est donc en accord avec eux. Il tourne à la même pulsation, à la même fréquence. Voici la condition donc pour la résonance, c'est vraiment que le champ B1 tourne avec les spins à la fréquence de l'Armor. En effet, on peut voir ça comme le manège. Pourquoi un champ tournant? On a dit que le champ B1, l'onde B1 était un champ de faible énergie. Dans ce cas-là, du manège, on se trouve en dehors du manège. On voit donc le manège tourner. Quand on est à l'intérieur du manège, on ne voit plus le manège tourner. On est à l'intérieur. Et on est donc là, imaginons que la personne qui filme, ce soit B1, et lui le spin, et cette dame le spin, ils tournent en même temps ensemble, et en fait, ils ne voient plus B0. Je vais détailler plus ça après, mais c'est assez intéressant de voir que en fonction de où on se trouve, eh bien, on voit qu'on tourne ou on ne voit plus qu'on tourne. Et c'est donc l'intérêt de se mettre dans un champ tournant. En effet, si B1 était statique, on serait dans cette condition-là. On verrait les protons tourner autour de B0 sans pour autant interagir réellement sur eux. Lorsqu'on tourne avec eux, on est dans le champ tournant. Alors, en effet, là, c'est le cas d'un champ B0 statique. Si on applique un champ B0 statique et un champ B1 statique, si on applique un champ B0 statique et un champ B1 statique, on a un champ B efficient qui correspond à la résultante des deux champs. En sachant que B1 est dans la vie de tous les jours un champ qui est infime, de l'ordre de 1000 fois moins puissant que B0, il y aura donc un très faible impact sur les spins. Et s'il a un très faible impact sur les spins, il ne permettra pas à l'aimantation de basculer. Les spins précessent dans un premier temps à l'état d'équilibre autour de B0, à la vitesse de l'Armor, à la pulsation de l'Armor, donc oméga 0. Quand on applique B1, ils vont donc aussi, puisqu'ils précessent autour de B0, ils vont par la suite précesser autour de B1, et donc à la fréquence oméga 1. Il faut bien comprendre les deux. Le champ B1 est un champ tournant à la fréquence de l'Armor, et il induit sur les protons une précession avec une pulsation oméga 1. Sauf que B1 tourne autour
Voilà, donc ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, enfin ce que je viens de dire, et là maintenant je vais vous laisser avec cette vidéo qui permet, enfin cette petite animation. Cette animation va vous permettre de comprendre l'intérêt d'un champ B1 tournant et l'animation du manège. Donc, sur les deux dernières diapositives, c'était un petit peu complexe, je vais essayer de revenir simplement. Voilà, l'histoire du manège, c'est que quand on se place à l'intérieur du manège, on ne voit plus le manège tourner parce qu'on tourne avec lui, alors que quand on est à l'extérieur, on voit le manège tourner. Ensuite, on a vu que B1 est un champ tournant, que donc il tourne avec les protons à la vitesse de précession oméga, à la vitesse de l'Armor, à la fréquence de l'Armor, donc nu0, ou la vitesse de précession des protons oméga 0, qu'il induit donc un mouvement de précession des protons autour de lui, oméga 1, mais il ne faut pas oublier que ces protons tournent aussi autour d'oméga 0. C'est juste que, puisque B1 et les protons précessent en même temps, ils ne voient plus B0. En fait, on peut le voir avec cette petite animation. Non, c'est pas celle-ci. C'est celle qu'on a déjà vue, c'est celle-là. On voit qu'il y a déjà deux animations en une. En fait, à droite, on voit ce qui se passe avec le référentiel tournant. C'est-à-dire qu'il y a un basculement de l'aimantation avec le référentiel qui tourne. C'est comme si, en fait, c'est ce qui se passe, parce qu'en fait, B1 induit un basculement, et il tourne avec ça c'est M0, c'est la composante macroscopique de l'aimantation. On voit qu'elle bascule lors de l'excitation, ça c'est normal. On voit que le référentiel tourne. Il tourne parce que B1 tourne avec les protons. Et on voit qu'il induit un mouvement de basculement. On voit qu'avec la deuxième animation, il y a une bascule qui se fait en fait de façon très simple, dans un plan en 2D, alors que là on est en 3D. Pourquoi c'est possible ? Pourquoi on a le droit de faire ça ? C'est parce qu'en fait là c'est comme si on était en dehors du manège, et là c'est comme si on était dans le manège. Là on voit le référentiel tourner, alors que là en fait le référentiel est fixe, puisqu'on tourne avec lui. Et donc, on voit la bascule de l'aimantation dans un plan transversal puis longitudinal, puisqu'elle passe à 90 degrés puis à 180 degrés, à cause de B1, qui est un champ tournant, qui explique le référentiel tournant. Et qui explique aussi que le fait que B0 ne soit plus perçu par les protons, ou du moins que l'impact de B1 soit démesuré par rapport à sa puissance, qui on a dit de l'ordre de 1000 fois plus faible par rapport à celle de B0. Nous revoici et on va parler de l'angle phi. L'angle phi correspond à un angle variable en fonction de l'enveloppe, de l'intensité et de la durée d'impulsion de l'onde électromagnétique, et donc l'intensité, la durée du champ, la durée d'impulsion du champ magnétique, du champ qui va permettre l'aimantation. Plus cette intensité est forte, plus la durée d'impulsion est importante, plus l'aimantation va basculer. En effet, on définit l'angle phi par oméga 1t ou gamma B1t. Il est aussi calculable, en fait, cet angle phi, il est là, et donc on peut le calculer en faisant m0 cos phi pour l'aimantation longitudinale et m0 sin phi pour l'aimantation transversale. Je vais vous faire une dernière diapositive sur les débits d'absorption spécifiques, aussi appelés SAR en anglais. Le débit, il correspond au débit d'énergie, donc à la puissance, absorbée par unité de masse de tissu sous l'effet d'une onde radiofréquence. Le DAS se calcule donc par cette formule, N, W sur ρT, avec N le nombre d'impulsions de radiofréquence, W la densité d'énergie, énergie transmise par donc la densité de l'énergie. La densité d'énergie correspond à l'énergie transmise par l'onde électromagnétique par unité de volume pendant une durée donnée. Rho correspond à la masse volumique et T la durée de l'examen. On notera que par mesure de sécurité, on ne dépassera jamais la valeur de 4
watts par kilogramme moins 1. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toute cette formule seulement en connaissant l'analyse dimensionnelle. Encore une dernière petite diapositive pour faire une remarque importante. On a donc travaillé à deux échelles, macroscopique et microscopique. Macroscopique correspond à la bascule concernant l'aimantation tissulaire, résultant d'un groupe de spins et non pas les spins individuels. C'est l'aimantation macroscopique de l'ensemble des spins entre eux. Alors que microscopique, on a donc vu deux types d'aimantation microscopique, l'aimantation, la composante longitudinale et la composante transversale. Et ces deux composantes existent pour le macroscopique, mais au niveau microscopique, on peut travailler et comprendre réellement à quoi ils correspondent. La composante longitudinale de l'aimantation tissulaire dépend de la différence entre le nombre de spins parallèles et antiparallèles. Ça, c'est vraiment un truc super important à comprendre, avec l'égalisation de population, l'inversion de population. Et la composante transversale de l'aimantation tissulaire dépend de la mise en phase plus ou moins complète des spins. En effet, on verra que les spins se déphasent, et plus ils se déphasent, c'est-à-dire que vous imaginez, c'est ce qu'on disait en fait aussi, plus ils se déphasent, plus ils vont avoir une direction et un sens variables et s'annuler entre eux. La composante transversale correspond au moment où tous les spins sont en phase. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à regarder la troisième correspondant à la relaxation et l'acquisition qui terminera ce module sur la RMN. Bonne fin de journée.